dimanche après-midi, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon moment m'accompagner dans le vlog précédent. Merci toujours de me suivre, merci pour vos commentaires avec lesquels je réponds avec grand plaisir, auxquels je réponds pardon, avec grand plaisir. Voilà, moi je vais pas m'arrêter d'être ce que je suis, d'être spontanée avec mes lectures et de vous parler comme ça régulièrement toutes les semaines en vlog. J'en parlais sur Instagram hier parce que j'en avais un petit peu marre des algorithmes, j'avoue. Et en fait j'ai eu un espèce d'élan de ma communauté d'amour. C'est vraiment adorable et ça me fait très plaisir. Donc non, je ne changerai pas. Et puis de toute façon, je suis trop bornée pour ça. Je ne peux pas changer. Je suis obligée de rester naturelle et spontanée. Et puis de dire quand ça me plaît pas et de dire quand ça me plaît. Voilà. Vous avez vu dans le plan précédent que j'ai... alors j'ai fini Body Language. Du coup, je vous le mettrai là s'il y a besoin. J'ai bien aimé. Vraiment, c'était intéressant. L'enquête est bien ficelée. Le personnage de Cassie est très intéressant. Mais... il m'a manqué quelque chose et à la fin, on a une autre enquêtrice, Philida Fleet, je crois, qui se prend un petit peu la tête avec Cassie, elles s'entendent pas du tout. Et à la fin, il se passe un truc où je me suis dit, ouais, ok, crédibilité. Voilà, j'ai pas trouvé ça très crédible, mais bon, peut-être. Après tout, pourquoi pas. Et puis, il y a un événement aussi dans la vie de Cassie qu'elle va découvrir à la toute fin, que sa grand-mère va lui raconter en fait. Et j'ai trouvé que ça arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et pareil, je me suis dit, c'est un petit peu abusé de donner cette information maintenant. Ça n'apporte rien, certes, à l'enquête, mais on aurait pu peut-être le savoir avant et ça nous aurait permis peut-être de découvrir un peu mieux le personnage de Cassie. Alors je me suis posé la question, est-ce que cet élément est révélé à la fin pour qu'il soit plus développé dans le tome 2 ? Je ne sais pas. Le tome 2 sort fin mars, il me semble, ou fin avril, je ne sais plus. Et voilà, je ne sais pas si je le lirai, mais j'ai passé un bon moment dans le tome 1, c'était agréable, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, voilà. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, très honnêtement, mais bon, voilà. C'est chez Alibi, il y a d'autres titres de chez Alibi qui ont l'air vraiment chouettes, je dois en recevoir un autre prochainement. Je vous ferai bien sûr des retours au fur et à mesure. J'ai commencé ensuite des vies de combat de Audrey Célestine dans la collection Proche. Donc c'est un recueil de 60 portraits de femmes noires, libres, mais pas toujours libres, qui ont eu des combats pour être libres. Ça commence à la fin du 19e siècle et ça va jusque dans les années maintenant en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait Beyoncé et Rihanna. Et en fait, donc voilà, on balaye 60 portraits de femmes fortes, de femmes très inspirantes, qui se sont battues pour leurs droits. Et c'était vraiment très intéressant et j'ai dans la tête systématiquement quand je lis des livres qui concernent des minorités, des femmes noires, des femmes maghrébines, des femmes ukrainiennes, enfin bref, peu importe, des minorités, non, c'est même pas des minorités, je suis bête, c'est des personnes d'origine différente, voilà, je veux pas dire de bêtises, et je me dis que parfois je me sens pas légitime de lire ce genre d'écrit parce que je ne connaîtrai jamais ces conditions-là, parce que je suis née blanche parce que j'habite en France, dans un pays libre, a priori, et que j'ai eu la chance de grandir dans une famille équilibrée, avec j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai un travail, j'ai une famille, voilà. Et c'est vrai que je ne connais pas tout ce que peuvent connaître certaines femmes qui se sont battues pour leurs droits dans certains pays et à part avoir énormément d'empathie et de pas de reconnaissance mais de respect, vraiment de respect pour ces femmes-là, eh bien je ne pourrais jamais me mettre à leur place. Et c'est pour ça que j'ai en tête le nom d'un essai, je ne sais plus le titre, enfin le nom de l'autrice, mais le titre c'est « Je ne sais jamais quoi faire de ces gentils blancs », je crois que c'est ça. Je vous mettrai la couverture si je le retrouve. Et j'avais lu l'introduction, je crois, sur Glose, et elle disait que les blancs sont très gentils en fait de vouloir s'intéresser à la cause noire, mais en fait on la connaîtra jamais cette cause noire parce qu'on n'est pas concerné directement. Et effectivement c'est vrai, et je me suis sentie mal en lisant ça en me disant mince, effectivement, voilà, à part m'informer, me renseigner sur ces personnes-là qui combattent un peu toute leur vie parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont discriminés et que c'est pas juste, c'est juste dégueulasse, je pourrais jamais me mettre totalement à leur place. Donc voilà, bref. Des vies de combat, c'est très intéressant. C'est dans la collection Proche, il est sorti en poche du coup. Et il est bien parce qu'il est factuel. Chaque portrait dure 2 pages et demie. Enfin, recto, verso, et peut-être verso, mais c'est tout. C'est très concis, il n'y a pas de jugement, ça donne toutes les informations. Et je trouve ça très bien, vachement intéressant. Il y a d'ailleurs le portrait d'une femme, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Claudette ?
Calvin, Claudette Colvin, je ne sais plus, qui était une esclave, enfin, qui est née normalement libre, mais dans un pays où l'esclavage venait d'être aboli, les États-Unis, il me semble. Et du coup, elle était libre, mais pas tout à fait en vrai. Hein. Dans la réalité, c'était pas vraiment comme ça que ça se passait. C'est pas du jour au lendemain. Hey, ça y est, vous êtes libre. Non. Donc, elle s'est battue pour ça. Et en fait, les hommes noirs ont été visiblement libres plus tôt que les femmes noires. Et elle disait « Et moi, ne suis-je pas une femme ?» Et « Ne suis-je pas une femme ?» c'est le titre d'un livre de Bell Hooks. Mais visiblement, cette phrase « Ne suis-je pas une femme ?» ne vient pas de Bell Hooks. Voilà. Peut-être qu'elle le dit, hein, Bell Hooks, dans son bouquin. Mais du coup, le fait d'avoir vu cette phrase-là, je me suis dit « Tiens, c'est du Bell Hooks, mais c'est pas Bell Hooks qui l'a dit. » Donc voilà, bref. Je sais pas d'ailleurs s'il y a Bell Hooks dans les portraits. Je verrai. Voilà, donc je l'ai commencé, j'ai lu 80 pages à peu près sur 300, j'ai pas lu tous les portraits, et il n'y a pas que des femmes, alors c'est que des femmes noires, mais il y en a qui viennent de Martinique, qui viennent des Antilles, qui viennent donc des États-Unis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore, je sais plus, bref, de différents pays, c'est pas que les États-Unis en fait. Et donc c'est très intéressant, ça balaye beaucoup de choses, et je le reprendrai voilà, comme ça en le picorant petit à petit. Et ce matin, j'ai commencé lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafisi. Là, c'est chez 10-18, c'est l'édition, je pense, la plus récente, mais qui est finalement pas très récente, puisqu'elle date de 2003. Voilà, 2004, pardon. En fait, voilà, 2003 et 2004 pour Plomb. Ça veut dire que 10-18, ben, je sais pas du coup, hein, parce que ça doit être un an plus tard, quelque chose comme ça. Ça sort d'abord en grand format, et puis après en édition poche, il n'y a pas plus de renseignements que ça. Donc on est avec l'autrice en fait, qui a été professeure en université à Téhéran et qui a décidé de quitter l'université parce que ça se passait mal, parce qu'elle sentait que le climat n'était pas propice à l'enseignement pour elle. Pour une femme à Téhéran, c'était très compliqué, donc elle est partie, et elle a décidé de faire un genre de, pas de book club, mais d'enseignement avec, enfin de conférence, avec 7 étudiantes qui vont venir dans son salon en fait une fois par semaine. Une fois par semaine pendant 2 ans. Bref, c'est le jeudi. Je sais pas si c'est tous les jeudis ou un jeudi par mois, il faudrait que je vérifie. Qui vont venir comme ça discuter d'œuvres qu'elles n'ont pas forcément le droit de lire parce qu'elles sont à Téhéran, parce que ce sont des femmes. C'est très intéressant. Par contre, on m'a prévenu qu'il y avait du spoil de Lolita, de Nabokov, c'est pas très grave. Et en fait, il y avait beaucoup de digressions. Alors là, je suis justement dans une digression où elle nous parle de son enfance à elle. Je suis où là? Parce que je l'ai commencé en même temps sur Glose. Voilà. Upsilamba. Upsilamba, c'était un terme c'est pas Nabokov. Non, c'est dans Les Mille et Une Nuits apparemment. Voilà. Upsilamba, dans la traduction française. Ah non, c'est le J. Bon, bref. Ça oscille entre Les Mille et Une Nuits et puis Nabokov au niveau du livre à étudier. Et il y a effectivement des digressions comme ça. Invitation au supplice. Voilà, il parle de invitation au supplice. Et donc, en fait, étant prof à l'université, elle va nous raconter un petit peu l'histoire de Invitation au supplice. Donc c'est intéressant parce qu'on en apprend plus sur certaines œuvres, j'imagine, hein, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 40 pages. Mais en même temps, moi ce que je veux savoir, c'est comment se passaient ces réunions. Est-ce que du coup on les a découvertes? Est-ce qu'elles ont été suivies? Est-ce qu'elles ont été arrêtées par la police? Bon, peut-être que c'est dit, hein, mais j'ai un peu peur que ça soit juste de l'étude de texte, en fait, et qu'elle nous raconte ces textes. Je vais voir. Il fait 500... Il se fait pas tout à fait 500... Ah non, parce qu'il y a des notes à la fin. Il en fait 465. Voilà, j'ai lu 10%. Voilà, j'ai lu ça. Ça fait au moins 5 ans que j'ai envie de le lire, ce bouquin, donc je veux quand même essayer de le lire. Si au bout de 100 pages, 200 pages, ça le fait pas, je le reposerai, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis curieuse. Et d'ailleurs, j'ai mis déjà un petit post-it très intéressant qui nous dit « Pouvait-on réellement se concentrer sur la littérature quand la faculté, donc la faculté, se préoccupait avant tout de censurer le mot « vin » d'une nouvelle de Hemingway et qu'elle décidait de ne pas laisser Brontë au programme parce qu'elle croyait que cette dernière excusait l'adultère. » Voilà, parce qu'il y a des censures comme ça qui se passent et qui arrivent et c'est comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé ce passage assez intéressant. Donc voilà, je vais quand même le continuer.
mais j'ai pas l'impression que ça soit... Enfin, pour l'instant, je suis pas convaincue. Je suis qu'au tout début, mais peut-être que je me fais un a priori trop rapide, j'espère. En tout cas, je suis en avance sur mon programme de lecture de toute manière, et le prochain livre, ça sera mon dernier livre de Mars au féminin finalement, ça sera le manifeste pour un féminisme éclairé de Laura Le Sueur, qui est paru chez Cherche Midi. Je le lis avec Louise et je ne sais plus qui d'autre, Timo peut-être, je ne sais plus, sur Instagram. Donc pareil, on va voir un petit peu ce que ça donne, et ça on le lit à partir du 29. Nous sommes le 19, donc j'ai 10 jours pour lire ça, je le lirai en moins de temps. Donc je me suis dit, je vais en sortir un autre, et je vais sortir le tome 2 de Magritte et Georgette en quête de Nadine Monfils, parce que c'est une femme, c'est un Cozy Mystery, ça rentre dans la catégorie des Cozy Mystery pour Mars au féminin. Et comme j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je l'avais écouté en audio, j'avais adoré, je faisais mon petit jardinage, j'enlevais toutes les mauvaises herbes de mes graviers cet été en écoutant ça, j'avais adoré, et j'avais le tome 2 en fait. Et je m'étais dit que je le mettais dans le mois de la saga, le mois de mai, sauf que là je vais l'enlever du mois de mai pour le mettre maintenant, comme ça j'ai une place au mois de mai pour une autre saga. Donc c'est parfait. Notamment les 7 sœurs, il faudrait que je continue les 7 sœurs. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'aimerais beaucoup continuer cette saga, surtout après avoir lu Kate Morton. J'ai envie de retrouver un petit peu cette double temporalité. Donc voilà, il est très probable qu'après celui-là, alors demain je prends la voiture, donc je continue les années. Mardi, il n'y a pas grève a priori, donc je peux y aller bosser en transport, donc je continue ça. Mercredi, je lis ça. Jeudi, grève, transport, voiture. Vendredi, transport. Mais j'espère l'avoir fini avant vendredi. Genre, j'espère que je l'aurai fini, ou vendredi matin, quoi, voilà. Comme ça, j'aurai toute la première partie de la semaine pour lire Magritte et Georgette, en sachant qu'il se lit vite, qu'il est court, il doit faire 300 pages, et c'est un Cozy Mystery, donc il y a du dialogue, ça se lit très très vite à mon avis. Et voilà, ça me fait au moins un dans la palle en plus, et ça c'est vraiment chouette. Voilà, j'espère que ça va, que vous faites de bonnes lectures, que vous participez toujours à Mars au féminin en masse, et je vous reprends un petit peu plus tard. Bonjour, on est lundi midi, je n'ai pas avancé lire Lolita à Téhéran, mais j'ai avancé presque fini les Annies d'Anne Ernaux. Ça sera un coup de cœur, un coup de cœur monumental, coup de foudre, lecture parfaite du début à la fin qui reflète tout ce que j'ai dans la tête, tout ce dont j'avais besoin. Et c'est très personnel, hein, du coup, c'est pas sûr d'aimer. Voilà, je pense pas que vous aimerez autant que moi, mais en tout cas, moi c'est un coup de foudre absolu. Il me reste rien du tout. Je suis page 229 là à l'écoute sur 254, donc il me reste 30 pages. J'enlève même mon marque-page parce que vu que je l'écoute à l'audio, voilà. C'est d'ailleurs un peu assez frustrant parfois parce que je peux pas mettre de post-it. Donc voilà, j'en avais mis déjà quelques-uns. Mais en fait, tout est à relire dans ce bouquin. Et voilà, c'est gros coup de foudre pour ce livre-là. Pour la suite de mes écoutes, j'ai pris La femme mystifiée de Betty Friedan, que je vois absolument partout à chaque fois que je lis un essai féministe, elle est partout, donc je veux l'écouter. Mais il est quand même très gros, et j'hésite parce que sur Nextory, j'ai trouvé La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont, qui est dans ma palle, qui n'est pas prévu et que j'ai envie de sortir. Il est à l'audio, il fait 12 heures, je crois. Je crois qu'il fait 12 heures. Je le vois là, il n'a pas l'air très gros quand même, ça m'étonne qu'il fasse 12 heures. Mais je vais vous le chercher. Hop. Il est là. Je l'avais acheté à Brive. Et oh non, il fait pas 12 heures, c'est pas possible. Il fait 300 pages. C'est pas possible. C'est pas possible. Il fait 310 pages, c'est impossible. Donc voilà, il doit faire moins, je pense. Monique Whiting, Les guerrières, en avant-propos, et Anonyme, un avant-propos du coup de Lola Lafont. Ça raconte le parcours de Nadia Comaneci, cette petite roumaine qui a eu la note de 10 au JO de Montréal en 76. Et c'était Flowfly qui me l'avait hyper bien vendu dans sa vidéo, qui en avait très bien parlé, qui m'avait convaincue, et ça a fini de me convaincre quand j'ai écouté le podcast Bookmakers, consacré à Lola Lafont. Il est toujours en ligne, d'ailleurs, je crois, il y a 3 épisodes avec elle, et elle parle de ce roman-là. Alors, elle parle pas, je crois que c'était un peu après la sortie de Chaviré, donc elle parle pas de son dernier, mais elle parle de ses précédents, notamment celui-là, et voilà, je le voulais absolument. Elle était à Brive, donc j'en ai j'en ai profité pour le prendre. Voilà, les parties ont des titres. Voilà. Moscou, un procès, blablabla, je ne vais pas trop en lire, mais endogène, Strasbourg, monstre, fin, réécriture, voilà.
Il est assez petit au niveau de l'écriture, mais c'est pas grave. Je me dis que si je le commence en audio, ça sera pas mal. Comme ça, au moins, je le sors de ma palle. C'est toujours ça de prix, parce que à Lyon, je vais tellement faire plus dans la palle que ça va être catastrophique. Autant la baisser au maximum avant Lyon. Pour l'instant, j'en ai 33. Je sais que là, je vais en recevoir d'autres. Est-ce que... Non, je vais pas le recevoir. Je reçois un livre en avril. Je dois recevoir un Judith Butler, mais c'est un essai, donc ça rentre pas dans ma palle. Je dois recevoir une surprise aussi, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas si c'est un bouquin, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Et a priori, c'est tout. C'est tout. Non, j'ai commandé, je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois, j'ai commandé 2 livres, L'Art du meurtre et Au soleil redouté pour Lyon, justement, pour les emmener en vacances. Je vais en faire dédicacer à Lyon. Donc ça fait plus 2 dans la palle, mais je les ai mis déjà. Ils sont dans ma palle, donc je suis à 33 avec ces 2-là que j'ai achetés. Moins 1, 32. Et après, je lis le manifeste, donc moins 1, 31. Donc ça veut dire qu'à Lyon, je serai à 31 livres dans la palle. Ça me laisse une marge, je m'autorise à remonter jusqu'à 40 livres. Voilà, je m'autorise 9 achats. Je suis pas sûre, je suis même pas sûre en fait d'en acheter 9. Donc voilà, je suis pas une très grande gourmande en fait des livres en salon parce que j'ai toujours cette pression, c'est même pas une pression, ce truc de me dire ouais mais je vais les lire quand? Je veux les programmer, il faut que je les programme, il faut que je les lise. Si je les achète, c'est pour les lire et je veux pas attendre 3 ans avant de les lire. Donc j'aimerais bien les programmer prochainement. Voilà, je vais donc alors finir d'écouter Les années tout à l'heure en voiture et lire un petit peu Lolita à Téhéran. C'est finalement intéressant parce que je vous avais dit hier que j'étais pas sûre. Et en fait, elle présente ces 7 étudiantes et elle les met en parallèle avec la vie à Téhéran, justement, quand on est une femme et quand on choisit d'avoir une culture et de lire des bouquins. C'est très intéressant. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Je l'avancerai demain matin pour sûr parce que je prends les transports et pour sûr demain soir aussi parce que je vais bosser en transport. Mercredi aussi. Oh, si je pouvais l'avoir fini mercredi soir, ce serait tellement bien. Tellement bien parce que ça voudrait dire que j'ai une semaine d'avance sur mon planning et que... Ah oui, c'est ça. Je voulais sortir le tome 2 de Magritte et Georgette. Sauf que le tome de Magritte et Georgette que j'ai, c'est pas le 2, c'est le 3. Alors bon, je me dis, je peux les lire indépendamment, c'est pas très grave. À ce moment-là, peut-être que je lis le 2 maintenant, enfin le 3 maintenant, et je lis le 2 en mai, je sais pas, j'en sais rien. Après, je me dis, c'est pas très grave. En plus, il n'y a pas de numéro 1, 2, 3 en haut sur ou sur la tranche, tout ça, enfin sur le dos plutôt, du livre, donc je me suis fait avoir, c'est pas grave. Donc je sortirai sûrement celui-là, et si j'ai le temps, j'en sors encore un autre, donc ça fera... En fait, j'en aurais sorti pas mal de pas prévus hein, dans ce mois de mars. C'est pas plus mal. Mais je préfère dans ce sens-là parce que quand je m'en programme, je prévois toujours plus large, justement pour avoir cette satisfaction personnelle de me dire « Ah, j'ai fini plus tôt, j'ai une journée de plus dans mon planning !» Donc je peux en sortir un et c'est hyper satisfaisant pour moi. Et du coup, il y a finalement le côté spontané qui revient, que certains ont dit « Ah ouais, mais c'est pas trop spontané le planning de lecture !» Et bah tu vois, finalement, quand j'ai de la place dans mon planning, je prends dans ma palle, alors de façon stratégique, hein, parce que forcément j'ai des plannings de lecture jusqu'en juillet, août, ceux-là qui sont prêts, et du coup je prends des livres qui ne sont pas, soit qui ne sont pas dans ma palle, dans mon planning, soit qui sont dans mon planning mais tard, ce qui libère une place dans le planning. Par exemple, je pense à mai, où je voulais mettre Magritte et Georgette là, maintenant, enfin, la semaine prochaine, et qui m'aurait libéré une place dans le mois de la saga, parce que je sais pertinemment qu'il y a des bouquins qui vont apparaître dans ma palle, qui n'étaient pas prévus et que je voudrais lire, que je voudrais bientôt lire, quoi. Donc voilà, j'aime bien cette petite satisfaction de lecture, de planning de lecture. Et voilà. Je vous laisse, et puis je vous reprends demain. Nous sommes mardi midi et je reviens de Paris où j'étais, comme vous avez pu le voir, chez l'Iconoclaste pour récupérer 2 romans. Un roman à moi, des Diables et des Dessins, que en fait j'ai pu faire dédicacer par l'auteur. J'avais laissé mon bouquin là-bas, donc j'ai pu le faire dédicacer. Merci beaucoup à l'auteur. Et j'ai récupéré également le livre de Fanny Ruvet, Bien sûr que les poissons ont froid, qui vient de sortir ou qui va sortir et qui me tente énormément. Et voilà, du coup, ça me fera une petite lecture sympathique. Il est court, hein, comme d'hab. Il fait 300 pages, je pense, même pas. Même pas. 364 pages.
Et ça nous dit, vous tenez entre les mains l'irrésistible roman de Fanny Ruvet. Il parle de dépression, de rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux, de crise existentielle et d'alcoolisme mondain. Il nous embarque dans une intrigue à couper le souffle. Et évidemment, la fin va vous surprendre. C'est un livre truffé de blagues et contrairement à cette présentation, son éditeur ayant moins d'humour que son autrice. Vous allez verser quelques larmes, mais surtout rire, beaucoup rire. Et ça, c'est rare en littérature, non? Voilà, j'ai hyper hâte. J'ai trop hâte. J'ai envie de le lire maintenant. J'ai trop hâte, je suis contente. Merci beaucoup Alice de l'Iconoclaste. Et en rentrant chez moi, j'ai découvert ça. Je croyais savoir ce que c'est. Parce que j'ai commandé quelque chose à la suite de ma visite à la BNF. Quelque chose que vous avez vu probablement la semaine dernière. Oh. Ok, il est énorme. C'est les manuscrits et les dessins de Zola en trois tomes, les manuscrits, les racines d'une œuvre et l'invention des lieux. Je suis très émue. Voilà. C'est chez les éditions textuelles, j'ai trouvé à la FNAC, enfin sur le site de la FNAC d'occasion. Et je suis trop comme une folle. Oh my god. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai vu à la BNF. Voilà. C'est tellement précieux. Oh my god. Oh my god. Ah, mon Dieu. Différence entre Balzac et moi. Oh my god. Oh, Balzac dit que l'idée de sa comédie lui est venue d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout n'est pas lisible, hein, on est d'accord. Il a une écriture particulière quand même, il faut déchiffrer. Mais... Oh my god. Oh là 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 là. C'est trop bizarre de voir ça. Ah, je pourrais le regarder pendant des heures. C'est fou d'avoir ça en fait. C'est complètement fou. Bref, voilà, je vais me calmer. Ça, c'est donc les racines d'une œuvre. Où là, c'est pas manuscrit. C'est vraiment... Ouais, transcription et commentaire. Ok. Donc, c'est transcription, pardon. Du coup... Ouais. Ouais, ok. Donc, c'est une retranscription, en fait, de ce qu'a dit Zola. L'hérédité, ok. Donc c'est par rapport au Rougon-Macquart, hein, tout ça bien sûr. Et l'invention des lieux où là nous avons les cartes. La faute de l'abbé Mouret. Ah, il doit y avoir l'Assommoir du coup, la carte, son excellence. Page d'amour. Nana, ah oui, donc c'est avant une page d'amour. Aïe 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 aïe, la rue de la Goutte d'Or. Voilà. Écoutez, sachez qu'il est disponible d'occasion. Le mien est en très bon état. Hein. Franchement, il est nickel. Hein. Et que je suis comme une dingue. Voilà. Je vais me calmer un petit peu. Mais ils sont magnifiques. Voilà. Sinon, hier j'ai fini en audio Les années de Annie Ernaux. C'est un coup de foudre, je vous en ai suffisamment parlé. C'est un récit qui m'habite, qui va m'habiter longtemps, que je dois relire longtemps durant ma vie et qui continuera de m'habiter, je pense, parce qu'il me touche personnellement profondément. Je vais arrêter de vous en parler parce que je pense que je vais vous saouler sinon. Et j'ai commencé donc La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Chez Nextory également, j'ai écouté 47 pages et c'est très intéressant au niveau de la narration parce que la narratrice a vraiment sa personnalité et raconte non pas de façon
monotone, mais avec des élans de voix, tout ça. Très intéressant sur la vie en fait de Nadia Comaneci, comme dit Lola Lafont. Et donc on démarre sur ce 10 parfait au JO de Montréal en 76. Et après on remonte le temps pour découvrir qui était cette jeune fille. C'est très intéressant pour l'instant, je n'ai écouté que 47 pages, mais ça s'écoute tout seul et c'est passionnant. Voilà, je vous laisse là. Je vais aller regarder un petit peu Zola. Nous sommes mercredi après-midi et j'ai avancé ce matin en audio La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Je suis presque à la moitié. C'est très très intéressant, c'est très bien narré. J'aime beaucoup la voix de la narratrice qui a des tons différents et qui exprime pas mal les choses. C'est vraiment intéressant. Et on suit donc le parcours de Nadia Comaneci et on voit donc cette fulgurante ascension quand elle est toute petite et les sacrifices que c'est quand on est gymnaste professionnel avec les emplois du temps, avec le rapport au corps, le rapport à la nourriture, aux entraînements, à espèce de robotisation en fait du corps pour atteindre la perfection. C'est passionnant. C'est compliqué je vais pas dire à vivre, mais non plus à lire, mais à se dire ouais, ça existe, quoi, c'était comme ça. Parce qu'en fait, la Roumanie, quand elle arrive au JO, est complètement inconnue, en fait, en 76. On n'a que les athlètes russes, et quand cette gamine arrive et fait un 10, et qu'on se dit, mais elle sort d'où, en fait? La Roumanie, c'est un pays, on se dit, c'est pas possible, quoi, c'est tellement inconnu que... on n'y croit pas. Donc voilà, il y a vraiment une concurrence Roumanie-Union soviétique, parce que c'est pas Russie, et du coup, voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je reprends la voiture ce soir, parce que je vais à un spectacle, donc je recontinuerai un petit peu ce soir aussi. Donc ça veut dire que j'ai mis en pause un petit peu Lolita à Téhéran, mais hier, j'ai lu 200 pages. Voilà, j'ai lu 220 pages, même puisque je suis page 288. Alors, c'est une lecture, je ne vais pas dire irrégulière, mais qui a des bons côtés et des mauvais côtés. Les bons côtés, très bons côtés, c'est que c'est hyper intéressant de voir la place de la culture dans la... J'ai mon fils à la maison. La place de la culture dans la société iranienne, qui n'a pas de place, clairement. La place de la femme dans la société iranienne, et le rapport entre la femme et la culture, et le pays dans lequel elles sont. Ça, c'est très intéressant. On voit le parcours aussi de Azar Nafisi, qui est prof à la fac de Téhéran. On voit son parcours, son chemin, sa vie sous les bombes aussi à Téhéran. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que ça spoil en fait Lolita de Nabokov. Ça spoil Gatsby, le magnifique. Ça spoil un roman de Henry James qui s'appelle machin Miller, Daisy Miller, je crois. Et j'ai vu que la dernière partie parlait de Jane Austen, et je pense que ça va spoiler Orgueil et Préjugés. Moi, ça me pose pas de problème, j'ai lu Gatsby, j'ai lu Orgueil et Préjugés, je ne lirai probablement pas Lolita parce qu'il ne me tente pas, et Henry James non plus, donc voilà. Mais je vous dis que si vous lisez ce roman-là, attendez-vous à être bien spoilé sur ces 4 œuvres, parce qu'elle en parle, parce qu'elle les a étudiées en cours avec ses étudiants, justement, et ils débattent, en fait, par rapport à ce roman-là, donc c'est intéressant. Mais tu te dis, pourquoi ça spoil? Mais bon, bref, donc ça spoil, mais c'est intéressant quand même. Donc je suis partagée à certains moments, j'avoue que j'ai sauté quelques lignes de temps en temps, j'ai lu en diagonale parce que les passages plus politiques me bottaient un peu moins, même si c'est intéressant, la guerre en Iran, bien sûr. C'est vrai que c'était pas le propos que j'attendais par rapport à ce bouquin-là, mais bon, ça fait partie aussi de Téhéran, de l'Iran. Donc c'est un peu normal que l'autrice passe par là pour raconter cette histoire-là. Voilà, il me reste moins de 200 pages du coup, puisque je suis page 288 et il en fait 465, donc moins de 200 pages qui seront finies. Peut-être pas demain, peut-être vendredi. Mais c'est pas grave parce que je suis de toute façon en avance sur mon planning. Je pense sortir direct celui-ci de Fanny Ruvette. Bien sûr que les poissons ont froid, qui m'a beaucoup fait rire au niveau du résumé hier. Et il est écrit, comme d'hab, chez l'Iconoclaste, très très aéré. Il ne fait que 263 pages. Donc je pense que je peux le dégommer en une journée. Et j'ai sorti aussi celui-là qui était dans ma palle bonus en fait de Mars au féminin. C'est le petit précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. C'est aux éditions Luduc et c'est Sabrina Erin Guin qui l'a écrit. Sur Instagram, elle s'appelle Olympe Rêve. Elle est avocate. Elle est avocate, non? Ouais, elle est bien avocate, je pense. Hein.
Elle a saisi... donc après des études de droit, dans le but de mieux comprendre le monde et la réalité, Sabrina Ringin décide de vulgariser sur son compte Instagram Olymprève le droit des femmes. Aux côtés d'autres militantes, Sabrina a saisi la défenseuse des droits afin de dénoncer les discriminations que subissent les féministes sur Instagram. Elle est également l'une des créatrices du hashtag militant Not All Men Really. L'objectif, libérer la parole des femmes et des minorités sur la multiplication des violences sexuelles et sexistes subies dans une vie. Voilà, donc essentiel, bien entendu. Mais j'avais l'impression qu'elle était avocate. Donc, je sais pas trop. Il y a pas de il y a des remerciements, mais ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider, voilà. Voilà. Écoutez, je vais sortir ça, je pense. C'est un petit essai, il fait 200 pages. Moins de 200 pages. Et je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Donc, c'est pile parfait pour Mars au féminin. Donc, si je peux sortir les deux, ça serait tellement bien. Celui-là n'est pas dans ma palle parce que c'est un essai, mais celui-là vient de rentrer dans ma palle, comme ça il en sort direct. Et j'en ai rajouté dans ma palle parce que j'avais zappé, mais le John Boyne, le syndrome du canal carpien que j'avais acheté l'an dernier à Saint-Maur-en-Poche, n'est toujours pas lu et je l'avais enlevé de ma palle, je ne sais pas pourquoi, parce que je veux le lire. Et j'avais pas mis Meurtre et Cheesecake aux cerises, le dernier tome de la saga de Hanna Svensson. Donc je l'ai rajouté aussi, ça veut dire que je suis à 35 livres dans ma palle, donc je ne serai pas... Tu descends! Je vais te mettre un petit peu les trains. Oui, je vais te mettre un petit peu les trains parce que tu as été sage. Oui, là, c'est bien rangé. T'as bien rangé. Bien rangé, T'as bien rangé Flash McQueen parce que mon fils fait des puzzles maintenant et que c'est la fête des puzzles. Il les fait tout seul comme un grand, donc il va me coûter une blinde en puzzle pour mon plus grand plaisir parce que j'adore les puzzles. Donc je vais rajouter, je rajoute Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc je suis à 35, si je peux être à 33, 32 pour Lyon, ça serait cool. Voilà, on verra bien. Et puis... je me mets pas trop de pression. De toute façon, je suis en avance dans les plannings. J'ai pas 10 000 trucs à lire, donc ça va. Je relativise beaucoup. Allez, on va mettre les trains. Nous sommes jeudi après-midi. Je vous reprends avec une petite pomme et un thé. Je me fais un goûter. Il est 3h20. Je vais chercher mon fils à 4h. Alors, j'ai fait plein de trucs cet après-midi. J'ai fait des photos Instagram parce que mon compte Instagram a 7 ans aujourd'hui. Et que 7 ans, c'est l'âge de raison. Voilà, 7 ans quoi. 7 ans que je parle de bouquins sur mon compte Instagram et je ne m'en lasse pas. Donc voilà, c'est cool, ça me fait plaisir. Je pense que ça vous fait plaisir aussi. Ça fait un peu plus d'un an, hein. Ça fait 1 an et demi que je suis ici sur Booktube et je me plais bien aussi. Donc je vais rien changer, je vais continuer comme ça et ça sera très bien pour vous et pour moi, je pense. Donc voilà, j'ai fait mes petites photos parce que j'ai un planning maintenant. Enfin, un planning. Encore un j'ai un planning de publication de mes posts que j'ai. Alors je vous montre, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est surtout pour... je l'avais pris parce que en fait, j'avais les concours Mars au féminin. J'ai 9 concours cette année. Mars au féminin, c'est beaucoup. Et je les avais essayé de les ranger un petit peu. Il y a eu quelques modifications parce qu'il y a du Tipex vraiment partout. Mais ça me donnait une idée, en fait, de quel éditeur, quel box, quel magazine, machin était là. Et entre ça, je notais qu'est-ce que je publiais sur Instagram au niveau des posts. Donc j'ai modifié plein de trucs parce qu'il y a souvent des soirs où je me suis dit mince, il est 22h, j'ai oublié de mettre mon post Instagram, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Donc je reporte et je reporte et je reporte. Donc je suis quand même en retard dans mes posts. On est quoi? On est jeudi. J'ai mis une grammaire amoureuse. Demain il y a un concours. Aujourd'hui c'est le post des 7 ans. Ce week-end j'ai 2 photos qui sont prises, mais j'ai pas les chroniques. Lundi, dernier concours. Mardi, c'est fait au niveau de la photo, c'est pas fait au niveau de la chronique. En fait, les chroniques sont pas faites, les photos sont faites, mais pas les chroniques. Mercredi, c'est bon. Jeudi, c'est bon. Et puis vendredi, je suis à Lyon. Et j'ai fait la photo. Samedi, c'est bon. Dimanche, c'est bon. Lundi, c'est bon. Mardi, c'est pas bon. Et mercredi, c'est bon. Voilà, donc je note en fait mes posts pour savoir un petit peu quand faire quoi, parce que je m'y perds en fait. Je peux pas faire un tableau Excel comme Mag de ça parce que j'ai besoin de l'écrire en fait. Il y a des choses que j'ai besoin d'écrire, que j'ai besoin de voir comme ça sans avoir à mon téléphone. Un écran des fois ne me suffit pas et j'ai besoin visuellement de voir un calendrier comme ça. Donc je me le fais comme ça. Merci Estelle pour ce petit cadeau parce que c'est elle qui me l'a offert avec le joli petit stylo également. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des photos. J'ai fait un réel de mon carnet de lecture parce que je le remplis bien, je suis à la moitié. Et je pense que je vais m'en acheter un autre parce qu'il n'y a que 60 livres. Et j'en ai lu 130 je crois l'an dernier. Donc
Du coup, bah, ça fait pas un carnet de lecture, ça en fera 2, je pense. Puisque un carnet de lecture, c'est 60, ça fera 120 du coup. C'est trop chaud. Et donc j'ai fait un réel de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est déjà bien, il faut que j'aille à la poste, il faut que j'appelle EDF et Veolia, voilà. C'est formidable, vie ma vie. Et je voulais vous parler d'un truc concernant la petite communiste. Et la passion, en fait, voilà, la passion. Nadia Comaneci était gymnaste. Elle a 60 ans maintenant, je crois. J'ai regardé si elle était toujours vivante. En fait, je me suis demandé si elle s'était suicidée ou je sais pas quoi, mais parce qu'elle vit des trucs vraiment affreux. Et en fait, elle vit, donc elle a une passion pour la gym, quelque chose de viscéral en fait. Voilà, elle veut réussir, elle veut la perfection, elle veut tout ça. Et je me posais la question, à partir de quand un loisir devient une passion? Donc voilà, c'est la petite question de la semaine. J'oublie de la poser une fois sur 2, mais c'est pas grave. Je vous en ai peut-être déjà posé une en début de semaine, je ne sais plus, bref. Est-ce que vous avez une passion? Alors, est-ce que les livres sont votre passion? Est-ce que vous avez autre chose comme passion? Moi, ma passion première, c'est la danse. Et je me suis rendu compte il y a quelques temps que ma passion aussi, c'était pour les livres. Donc j'ai 2 passions, la danse et les livres. Parce qu'en fait, je ne sais plus quand, je dirais, je crois l'été dernier. Suite à un commentaire, à un post, à une story, je ne sais plus, quelqu'un m'a dit bah non, c'est normal, les livres, c'est ta passion. Et je me suis dit, ah bon? Et je me suis dit, ça fait 6 ans que je parle de bouquins, que je lis des bouquins par dizaines, que je ne me lasse pas, que je veux tout découvrir, que je veux tout lire, que je veux aller à plein de rencontres littéraires, que je veux voir plein d'auteurs, que je veux mettre des post-it partout, que je veux chroniquer. Et en fait, peut-être qu'en fait, oui, c'est une passion, effectivement. Et je me suis rendu compte que là, ouais, c'est une passion. Donc j'ai 2 passions dans la vie, la danse et les livres, qui peuvent se rejoindre, puisque j'ai fait une chronique dansée récemment sur un livre, un recueil de poésie, où je dansais, je faisais une impro. Et du coup, je voulais vous demander, vous, quelle est votre passion? Quelles sont vos passions? Parce que voilà, je suis curieuse, j'aime bien. Parce qu'on découvre plein de choses. Il y en a peut-être qui sont passionnés par les timbres, par le tricot, le crochet, la couture, le sport, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, dites-moi, quelle est votre passion? N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. J'ai rien dans la boîte aux lettres. J'ai été contactée là au moins 2-3 fois cette semaine par des éditeurs pour recevoir des bouquins. J'ai cordialement décliné parce que je veux pas être trop gourmande et que je reçois déjà beaucoup de livres et je n'ai pas le temps de tout lire. Donc, je préfère dire non à certains livres. Même si on m'en a proposé un et j'ai dit oui, absolument, parce que donc celui-là je ne pouvais pas passer à côté, mais voilà, il y a certaines offres littéraires que j'ai déclinées. Et puis voilà, les rencontres littéraires me manquent beaucoup parce que là actuellement je peux pas y aller, c'est compliqué, alors qu'on m'en propose. Donc je pense qu'on va se rattraper à Lyon avec les filles parce qu'on a été invités à quelques dîners ou déjeuners ou petits déjeuners, donc ça va être cool. On va en prendre plein les mirettes, à rencontrer plein d'auteurs, ça va être trop chouette. On a un planning assez chargé, j'ai imprimé la liste des auteurs, j'ai colorié ceux que je voulais voir, j'ai imprimé le planning du week-end, j'ai colorié les conférences que je voulais aller voir. Il y a pas mal de choses quand même. Je sais que ce week-end, il y a le salon de Montaigu, je sais qu'il y a aussi... Ah non, Bondu, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais. Donc il y a Montaigu ce week-end, il y a Lyon le week-end prochain. Voilà, il n'y a pas Saint-Maur-en-Paul cette année, donc on va un peu se venger sur les autres salons, je crois. On va tous un peu craquer. Donc voilà. Lire Lolita à Téhéran, je l'ai également avancé, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de pages. Je l'ai avancé ce matin, en fait j'avais le temps, donc je l'ai avancé ce matin. Il me reste, l'épilogue et pages, c'est ça, il me reste 60 pages précisément. Ah, ça va être chaud, je le finirai demain matin. Et du coup, demain matin, dans mon sac pour aller bosser, je prends celui-là que je pense dégommer dans la journée. Voilà, je pense que c'est un bon ratio, un livre par jour. Et j'entamerai ensuite pour le week-end celui-ci, qui me fera de, je pense, samedi à lundi, mardi. Et encore, je vais dire en dilettante parce que je vois celui-là qu'il faut que je finisse. Aussi, qui est vraiment court. Hein. Je veux pas me mettre trop la pression ce week-end, mais je vais à la librairie Majo samedi, donc forcément je prends les transports pour y aller. 1 heure aller, 1 heure retour. Et j'ai toujours des petits livres à caser, hein. Il n'y a pas de problème.
Je peux en lire un autre, je peux... Ouais, je vais bien en trouver, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà, voilà. On est vendredi après-midi, je vous reprends pour vous parler lecture, of course. J'espère que vous allez bien, que le soleil vous redonne goût à la vie. Ça, il y a un peu de soleil, mais alors c'est très drôle parce qu'il y a du soleil et puis il pleut d'un coup. Voilà, t'as pas compris pourquoi. T'as une grosse averse et puis il refait soleil. Et tu n'as pas ton parapluie, tu n'as même pas le temps de le dégainer, que l'averse est déjà estompée et que tu es déjà mouillé. Bon, c'est pas grave, c'est le printemps, c'est les giboulées de mars. On va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt cohérent avec le temps, finalement, ça va. Niveau lecture, j'ai terminé Lire Lolita à Téhéran de Azar Nafissi. C'était très intéressant, la fin est très belle. Voilà, j'ai mis 17. J'ai pas d'autres mots que ce que je vous ai déjà dit, en fait. Ça spoil, voilà, ça spoil. Ça spoil, donc Orgueil et Préjugés à la fin. Et à la fin, il se passe quelque chose, un événement qui fait que le bouquin va s'arrêter. Normalement, parce qu'en fait, elle n'a plus rien à dire. Enfin, c'est encore plein de trucs à dire, mais il y a un épilogue qui conclut très bien le récit. Et voilà, il faut que je le note dans mon petit carnet de lecture pour noter le déroulé de ce livre-là, pour ne pas l'oublier, pour ne pas oublier la fin. Mais j'ai bien aimé. Voilà, ça ne sera pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. C'était intéressant, historiquement intéressant, politiquement intéressant, littérairement pareil, intéressant. Donc voilà, littérairement, non. D'un point de vue littéraire, c'était intéressant. Je suis un peu fatiguée. Et voilà, donc je l'ai terminé. J'ai mis quelques post-it quand même. Et c'était chouette, voilà, c'était très chouette. Je suis bien contente d'enfin l'avoir lu. Et j'ai commencé ce matin dans le métro et dans le RER. Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruvet. Et je me régale de cette lecture. À certains moments, je pouffe de rire. Il y a des notes en bas de page qui sont géniales, vraiment. Ça parle d'amour parce que l'iconoclaste m'en avait parlé. Ça fait écho avec celui d'Adeline Dieudonné aussi qui va sortir le 6 avril qui s'appelle Reste, qui est aussi sur l'amour. Ça fait écho à Une grammaire amoureuse chez l'Iconopop de Colline Piret. Donc tout ce thème de l'amour est un peu retranscrit dans les sorties de l'iconoclaste récentes. Et effectivement, là, on est sur le thème de l'amour avec la narratrice qui s'appelle Ali, je crois, Ali. Je crois que c'est Ali. Qui nous raconte en fait un émoi, un coup de foudre qu'elle a eu quand elle avait 15 ans et qu'elle a perdu de vue parce que Skyblog a disparu, parce que MSN a disparu aussi, et que du coup son coup de foudre a disparu aussi. Et elle essaie de le retrouver en 2021. Voilà, j'en suis là. Alors c'est entrecoupé de récits d'adolescence, de pensées, de plein de trucs. Alors ça peut être un petit peu brouillon, un petit peu comment dire, désorganisé. Ça me dérange pas, c'est vraiment drôle. J'ai mis un post-it, ouais. J'ai mis un post-it, mais celui-là, il est plus perso, c'est pas forcément drôle, mais les notes en bas de page sont juste géniales. Il y a une fin de chapitre qui dit, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé sa lettre. Note de bas de page. Ça a l'air d'être un gros cliffhanger plein de suspense, mais pas du tout. C'était une lettre classique, j'ai juste pas encore trop compris comment couper l'histoire en chapitres. Page suivante. Note de bas de page. Là, par exemple, je pense que j'ai coupé le chapitre trop tôt. J'ai trouvé ça trop drôle. Ça se fait pas dans un roman, ça, normalement. Ça n'existe pas. Eh ben si. Voilà, elle essaye, c'est très drôle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, c'est hyper frais, j'aime bien. Et il y a une note en bas de page. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait la référence. Je vais quand même vous la donner parce que... il y a quelques années, il y avait un youtubeur très connu qui s'appelait Antoine Daniel, que vous connaissez peut-être, que j'ai suivi et avec lequel j'ai beaucoup ri, beaucoup ri. Et donc là, elle cite dans son roman, voilà, je me lève chaque jour à 6 h, je passe prendre un café chez mes parents, j'aime mes filles, je suis fière d'elles quoi qu'elles fassent. Elle parle de son père. J'aime mes filles, il y a une petite note. Mince, enfin, elle dit autre chose. Je réalise que la phrase « j'aime mes filles » me fait systématiquement penser à la vidéo « j'ai jamais touché à mes filles sauf une fois au chalet ». Quelle angoisse, YouTube nous a bousillés. Et cette phrase-là, je l'ai entendue chez Antoine Daniel et ça m'a fait la référence. Je me suis dit, ah là là, je me suis pris un coup de vieux, bref. Et il y a une autre note juste après. Ce n'est pas beaucoup, mais 20 minutes de bus pour aller dans un endroit où il n'y a rien à faire non plus, c'est pas ouf. Note de bas de page. Sauf si vous avez vraiment une passion pour les transports en commun, comme les gars qui postent des compilations d'annonces de train sur YouTube. Annonce vocale SNCB en gare de Bruxelles Midi, annonce du train IC 2412, et cette vidéo existe vraiment, ça me fascine.
Voilà, ce genre de notes de bas de page, je trouve ça hyper frais et très drôle. Donc voilà, ça entrecoupe vraiment bien le récit, c'est drôle. Pour l'instant, c'est hyper drôle. Je pense qu'il y aura un moment où ça sera quand même un peu plus profond, qu'il va y avoir un message, qu'il va y avoir quelque chose, mais je passe un très bon moment. Alors, je ne connaissais pas du tout Fanny Revet, c'est une humoriste belge, elle a 28 ans, et c'est une figure montante de la scène comique, apparemment. Donc, depuis 2018, elle tient un billet d'humeur dans l'émission La Bande Originale sur France Inter. Je ne savais pas. En 3 ans, elle a rencontré un succès incroyable avec son spectacle Bon anniversaire Jean, Bien sûr que les poissons ont froid, et son premier roman. Voilà. Si vous la connaissez, voilà, je vous conseille cette sortie, il sort le 30. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Il se lit vite, hein. Très très vite. J'ai déjà lu 87 pages. Il sera terminé demain, je pense. Donc voilà. Et s'il est terminé demain, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, que je pourrai lire celui-ci tranquillement jusqu'à mardi. Je suis allée récupérer 2 colis de livres d'occasion que j'ai souhaité acheter pour emmener à Lyon. Un Michel Bussy, Au soleil redouté parce que Mag m'en a trop bien parlé, et L'art du meurtre de Christelle Duchamp parce que Mag m'en a trop bien parlé. Voilà, cette vidéo est sponsorisée par Mag. Donc, Au soleil, c'est ces 2 livres que j'ai achetés sur Internet, d'occasion, très bon état. Faux, c'est pas un très bon état ça, perso. Voilà, pour moi, c'est bon état en fait, hein, parce qu'il a été ouvert, et joyeusement ouvert. Quand je le tiens comme ça, il a été cassé. Ça m'agace profondément. Pour moi, c'est bon état. C'est pas très bon état, mais je suis très exigeante en matière de livres. Ce n'est pas grave. Je le voulais d'occasion. J'ai fait des économies. Il est toujours pas bien. Cette couverture est belle. C'est super. Je vais faire dédicacer. C'est parfait. Celui-là est en meilleur état. Il a été ouvert, mais dans une limite correcte pour moi. Voilà. Et j'ai hyper hâte de le lire, L'art du meurtre de Christelle Duchamp. J'avais adoré Le sang des Belasco. C'est dans la même maison d'édition, donc c'est parfait. Ça sera bien rangé dans ma bibliothèque. Et Bussy, j'avais lu Nymphéa noire de lui, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais lu en 2017. Et la fin m'avait retourné, mais j'avais trouvé un élément de la fin. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il faudrait le relire, en fait. C'est le genre de bouquin qui, une fois lu, te fait dire « Ah, il faut que je le relise maintenant !» Donc voilà. Au soleil redouté, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je me lance un peu au pif, il est au quai du polar, je le ferai dédicacer, je le lirai, et puis je pense que ça peut être chouette. Est-ce que je voulais les résumer? Oui, peut-être. Voilà, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un là? Oui. Elles étaient 5. Ça commence bien. 5 lectrices fidèles et autrices en herbe qu'un concours expédie pour une semaine au paradis du Pacifique, les îles Marquises. Au programme, atelier d'écriture sous la baguette du grand écrivain, Pierre-Yves François, et puis tout le reste bien sûr. Découverte de l'île, ce joyau fauve cher à Gauguin, et chanté par Brel, sable noir, folklore local, tatouage raffiné, disparition mystérieuse et meurtre en série. Sous l'œil placide des grands tikis, quelqu'un tue au soleil. Qui sera la prochaine victime? Voilà, j'espère que ça va me plaire. On verra. Et L'art du meurtre de Christelle Duchamp. Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ apprend que l'homme, un amateur d'art, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale et que, malgré sa fortune, il était à court de liquidités. Bientôt, le corps d'un autre collectionneur est découvert. Pour Audrey Durand, cette enquête dans le monde de l'art contemporain sera-t-elle l'occasion de faire taire ses démons ou se transformera-t-elle en un voyage aux confins de la folie? Ça a l'air trop bien. Et la fin est comme ça, apparemment. Donc j'ai trop hâte. J'emmène ces deux-là. Je vais peut-être bientôt descendre ma valise pour faire des essais de Tetris avec les bouquins que j'emmène. Voilà, de là c'est pour Lyon en poche. Je suis également allée à la médiathèque pour récupérer 4 livres. Un graphique que j'ai vu passer sur Instagram qui s'appelle 11407 vues de Vincent Brunner et Claire de Gastold. C'est chez Casterman, roman graphique, enfin voilà, BD en fait, ce n'est pas un roman graphique. C'est une BD qui nous dit « Aïssa rêve de devenir youtubeuse. Son frère Fodé tente de percer dans le rap game avec son copain Maël. Kim est plutôt cosplay, Vanessa plutôt ciné. Clémentine apprend la guitare et Mathieu ne jure que par les chevaux. Élève au lycée Lilian Thuram. » Ça existe vraiment, le lycée Lilian Thuram? C'est un peu jeune pour avoir un lycée Lilian Thuram, non? Bref. Quoi qu'il y a bien un lycée Malala, ou une école Malala, je crois, j'ai vu pas très loin. Bon. Tous ont leurs petits problèmes quotidiens, ce qui ne les empêche pas d'avoir des rêves plein la tête. Mais attention aux réseaux sociaux, car si la célébrité est à portée de clic, le bad buzz arrive parfois sans prévenir.
Voilà, j'ai envie de tester, je l'ai vu chez le passage démo sur Instagram. Ça doit être plutôt pour la jeunesse, mais je me dis, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, 11 407 vues. J'ai également emprunté celui-ci dont je vous avais parlé la semaine dernière parce que j'avais vu Bret Easton Ellis à la Grande Librairie et Lydie Salver, qui a donc écrit Irréfutable essai de successologie. Ça m'intéressait aussi. Il est court, il est chez Seuil. Waouh, il fait 168 pages, effectivement. Comment se faire un nom? Comment émerger de la masse? Comment s'arracher à son insignifiance? Comment s'acheter une notoriété? Comment intriguer, abuser, écraser, challenger? Comment mentir sans le paraître? Comment obtenir la faveur des puissants et leur passer discrètement de la pommade? Comment évincer les rivaux, embobiner les foules, enfumer les naïfs, amadouer les rogues, écraser les méchants et rabattre leur morgue? Comment se servir, mine de rien, de ses meilleurs amis? Par quel savant stratagème, par quelle souplesse d'anguille, par quelle supercherie et par quel roucoulement gagner la renommée et devenir objet d'adulation? Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc j'ai hâte. Un peu peur, mais hâte quand même. Voilà, je vois l'influenceuse bookstagrammeuse. Ah bon? Lila, 2 millions d'abonnés. Alors non, ça n'existe pas ça. Hein. Lila, YouTube 2 millions d'abonnés, Instagram 2,5 millions, TikTok 1,2 million. Peut-être aux États-Unis encore. Mais ouais, je suis curieuse. Je suis très curieuse. Très curieuse de ça. J'ai également emprunté L'Indomptable de Zarifa Adiba, je crois. Oui, c'est un récit autobiographique. Moi, Zarifa, afghane et musicienne, que j'avais vue, je ne sais plus où du tout. Mais je me suis dit, ça a l'air trop bien. L'Afghanistan est le pire endroit sur Terre pour naître femme selon l'ONU. Mais Zarifa, jeune fille de Kaboul, est déterminée à y poursuivre ses rêves. Étudier, jouer de la musique, voyager, lutter pour les droits des femmes, des rêves inaccessibles, interdits. Pourtant, à 18 ans, elle est devenue violoniste et chef d'orchestre de Zora, la première formation entièrement féminine de son pays et du monde musulman. Malgré la violence quotidienne, l'obscurantisme, le découragement parfois, elle se bat pour créer son propre destin avec pour seules armes son instrument et sa détermination. Le témoignage bouleversant et inspirant d'une jeune afghane qui a surmonté tous les obstacles et bravé tous les interdits pour gagner sa liberté. Une liberté d'autant plus menacée aujourd'hui que l'Afghanistan bascule de nouveau dans le chaos et la terreur. Ça a l'air essentiel, en fait. Voilà, juste essentiel. Elle est née en 98 et c'est son récit. C'est son récit, mais il y a aussi Anne Chaon qui est journaliste, donc je pense que c'est peut-être si elle parle à la première personne, donc c'est elle. Ouais, ça a l'air passionnant. Il fait 250 pages, il est vraiment court et il est chez Robert Laffont. Voilà. Je pense qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Je crois que je l'ai vu sur le site de la médiathèque en fait. Donc voilà, il est sorti quand? Il est sorti quand? 2021, ouais, il est sorti il n'y a pas très longtemps quand même. À l'heure où je finis ce livre, les talibans sont entrés dans Kaboul. 20 ans après en avoir été chassés, ils ont repris le pouvoir en Afghanistan. Qui peut aujourd'hui me rassurer sur l'avenir de mon pays? Je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il faut que tout le monde le lise. C'est en fait celui-là, parce que pour l'actualité et pour l'art, ça doit être très important. Donc je vais essayer de me le caser rapidos. Je vais essayer de me le caser vite, parce que je veux vraiment, vraiment lire. Parce que les bouquins que j'emprunte à la médiathèque, soyons d'accord, 3 fois sur 4, je ne les lis pas. Hein. Je les emprunte, ils sont là, je les vois, j'ai très envie de les lire, mais j'ai jamais le temps. Donc celui-là, je vais vite me le programmer. Et j'ai aussi emprunté le dernier de Rose Lamy qui s'appelle « Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag ». Voilà, donc il y a plusieurs femmes qui témoignent. Et donc c'est sur MeToo, bien sûr. Et là, Rose Lamy réunit 9 femmes et autrices. Elles sont journalistes, militantes, musiciennes, étudiantes, philosophes, chercheuses ou essayistes d'origine et d'âge différents et portent un regard singulier sur cette révolution féministe. Voilà, ça a l'air très intéressant. Et c'est du coup, ah bah voilà, un chapitre par personne. Donc je vais peut-être pas tout lire, je vais peut-être lire bon, ce qui m'intéresse, hein, clairement. Elvire Duvel-Charles, c'est celle qui a écrit Féminisme et réseaux sociaux, je crois. J'ai bien envie de la lire, elle aussi. Rokhaya Diallo, peut-être. Angèle, peut-être. Rose Lamy, sûr, ça je le lis. Luz, je ne connais pas. Christelle Murula, je ne connais pas. Lexi, ça me dit quelque chose, Lexi, oui, oui, oui. Et Reine Pratt, que je ne connais pas non plus. Voilà. Moi aussi, MeToo au-delà du hashtag.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé 14 minutes 40 et c'est beaucoup trop. Je vous reprends un petit peu demain parce que demain, c'est la rencontre, la deuxième rencontre Mars au féminin qui a lieu à la librairie Majo. Je vais essayer de vlogger un petit peu et je vous débrieferai tout ça soit samedi, soit dimanche et je posterai le vlog dans la foulée. Donc voilà, Mars au féminin, c'est presque déjà fini. J'ai fait des... Mais comme tous les ans, d'excellentes lectures, quoi. Vraiment excellentes. Les années, coup de foudre. Une grammaire amoureuse, coup de foudre. C'était pas prévu, une grammaire amoureuse. Et waouh! Enfin, à chaque fois, tous les ans, ça fait bien 3 ans que j'ai des coups de poing dans la tête pour Mars au féminin avec les lectures. C'est un vrai bonheur, je suis trop contente. Trop contente, c'est génial. En plus, les rencontres cette année, c'est top aussi, ça donne plein d'idées. Donc, trop contente, vraiment trop contente. Voilà, je vous laisse et du coup, à demain. Samedi après-midi, je suis rentrée de la rencontre Mars au féminin qui a eu lieu à la librairie Majo. Merci encore à la librairie de nous avoir reçus, c'était top, vraiment top. On était 7 et c'était trop bien. On a parlé de plein de choses, de plein de romans féministes, d'essais féministes, de plein de lectures autres écrites par des femmes. La libraire, une des deux libraires nous a conseillé pas mal de titres aussi. Et je mettrai en story, peut-être sur Instagram, les photos de toute façon. Et voilà, c'était top. J'ai fait des achats, évidemment. Alors, aucun n'était prévu, mais je me suis dit, j'ai quand même dans une librairie féministe, j'ai des choses à acheter. Et en fait, aucune de ce que j'avais acheté n'était dispo en librairie. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Genre, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé Une farouche liberté de Gisèle Halimi avec Annick Cogent. C'est une interview de Gisèle Halimi et retranscrit en fait par Annick Cogent. Et je suis persuadée que c'est très intéressant. La BD est sortie, ce roman a été adapté en BD, enfin roman, ce livre a été adapté en BD. Et voilà, il est tout court, très court. Il fait moins de 200 pages, oui largement moins, il fait 160 pages. Et j'ai également pris mon prochain Annie Ernaux, L'événement, qui là aussi est tout petit et fait 130 pages. Voilà, donc clairement, je pourrais me lire ça en une journée. C'est pas ce qui va prendre de la place dans mon planning. Et ça sera parfait entre deux lectures, deux grosses lectures. Donc je suis bien contente. Ils sont pas prévus tout de suite, mais c'est pas grave. Et puis, une certaine Alexia m'a parlé de Becky Chambers. Et la libraire a surenchéri sur Becky Chambers. Donc je me suis pris un psaume pour les recyclés sauvages. Voilà, de Becky Chambers, c'est à La Talente. Et je l'ai vu passer, je l'ai vu pas mal passer. J'ai pas lu d'avis ni de résumé, mais je l'ai vu passer. Et quand elle nous a présenté, Alexia, ce livre-là, qu'elle a beaucoup aimé, et ben je me suis dit, allez, c'est parti. Voilà des siècles. Les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles. Ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. Je vais éteindre ça. La question, de quoi les gens ont-ils besoin ? Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers, parce qu'il y a un tome 2 qui vient de sortir, s'interroge. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? Alors, c'est du cozy punk. La libraire m'a vendu ça comme du cozy punk, je trouve ça génial. C'est de la SF, il y a un côté SF. Il est écrit petit, mais il ne fait que 130 pages, encore une fois. Donc c'est vraiment des petits que j'ai achetés. Et ça me fait bien plaisir. Voilà, que des femmes, évidemment. Je suis trop contente. J'ai reçu des petites choses dans la boîte aux lettres. Quelque chose qui était prévu sans être prévu, c'est la sortie poche des Brumes de Kaplan de Olivier Norek, mais il est dédicacé. Je l'ai déjà dans les Brumes de Kaplan. Dédicacé également, puisque je l'avais vu, je l'avais acheté à Lyon. Oui, je crois que je l'avais acheté à Lyon l'an dernier. Donc voilà, Florence, criminellement vôtre. Merci beaucoup, j'avais beaucoup aimé ce tome 4, du coup, des enquêtes de Coste.
Et j'ai reçu également le tome 2 de Body Language de Aka Turner. C'est celle qui parle aux morts. Et là, nous sommes sur un roman qui sort le 31 mars. Et je ne sais pas si je peux vous lire, parce que c'est un tome 2. Si ça reprend le tome 1, Cassie Raven est gothique, elle a un goût prononcé pour les piercings, les tatouages et la taxidermie. Voilà, elle parle aux morts. Elle prend soin de ses patients. Et là, on est avec... alors, elle nous parle de sa grand-mère qui l'a élevée, ça on sait. Depuis, voilà, blablabla. Et du coup, on ne sait pas de quoi ça parle. Une nouvelle enquête de Cassie Raven, une Sherlock Holmes décalée et follement attachante au cœur de la morgue de Camden. Voilà, ça me tente beaucoup, il sort le 31 mars. Voilà. J'ai été interrompue. Et je ne vous ai pas montré un petit cadeau que m'a offert Johanna, une des filles de la rencontre d'aujourd'hui. C'est un petit marque-page du Campanile de Florence, je crois, hein, c'est ça. Piazza del Duomo, oui c'est ça. Particolare, oui c'est ça. Le Campanile, voilà, qui est juste à côté du dôme qu'on voit là. Merci beaucoup Johanna, parce que ça fera partie de ma collection de marque-pages italienne, puisque moi aussi j'ai quelques marque-pages de Florence quand j'étais allée. Voilà. Et sinon, je viens vous débriefer Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruvet, que je viens de terminer, et qui a été une belle lecture, vraiment une très belle lecture. Ça fait retomber en adolescence, en fait, à certains moments, puisqu'elle recherche, en fait, Nour, quelqu'un qu'elle a rencontré sur Internet quand elle avait 14-15 ans. Et les skyblogs ont disparu, MSN a disparu, et cette personne est introuvable, et elle voudrait, parce que ça a été son premier coup de foudre, en fait, elle voudrait retrouver ce Nour. Et donc elle va entreprendre des recherches, des choses comme ça. Et c'est entrecoupé de réflexions sur la vie, sur sa vie elle, sur son présent, sur les relations qu'elle peut avoir avec les hommes, avec les femmes aussi. Et c'est vraiment drôle, il y a des notes de bas de page à tomber par terre, je vous jure, c'est trop drôle. Et du coup, voilà, je vous le recommande, il sort le 30, oui, à l'Iconoclaste. Il se lit tout seul, vraiment, et c'est un pur bonheur, c'est hyper frais, c'est un petit bonbon, c'est génial. Donc je suis bien contente, merci beaucoup à l'Iconoclaste de me l'avoir fait lire en avant-première, et franchement, il est tout frais, il est bien, et puis la fin, il y a un dialogue à la fin, important, et en même temps hyper réel, très très réaliste, comme si un dialogue hyper spontané entre deux personnes. C'est très bien décrit, je trouve, et la fin est belle. C'est 2 mois plus tard, je crois qu'elle nous parle. Voilà, c'est ça, 2 mois plus tard, il s'est passé quelque chose, et même à la fin, elle dit, bon bah voilà, un roman, ça a un début, voilà, la règle tacite quand on écrit un roman, c'est qu'il y a un début, un milieu et une fin, vers laquelle tout tend, une conclusion qui permet de se rendre compte à quel point les personnages ont grandi et évolué. C'est sûrement parce qu'en fiction, on aime avoir le contrôle, être certain que, quoi qu'il arrive, un dénouement existe et que les protagonistes n'en sortiront que plus forts. Voilà, et elle expose après sa fin, sa conclusion, sa morale. Il n'y a même pas de morale, c'est juste que ce roman se termine. Et on a vécu avec Ali, et elle dit une partie des choses sont vraies, une partie des choses sont fausses, certaines sont romancées, des noms sont changés, mais on sent qu'il y a quand même une vraie part de réalité. Donc voilà, je vous recommande pour le printemps, il est très, très agréable, même pour l'été, il se lit tout seul, et c'est top, voilà, je suis bien contente. Voilà, je vais refermer cette semaine de vlog ici. Je vous retrouverai donc la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci aux filles de la rencontre de ce matin. C'était vraiment trop bien. J'ai plein d'idées, et notamment des idées SF, parce que la libraire nous a parlé de, entre autres, Becky Chambers, mais d'autres, même Rivers Salomon, je crois. Qui avait l'air vachement bien. C'était quoi, les Alice, il me semble. C'est 2 des filles qui l'ont pris, il n'y avait pas de 3e exemplaire, mais je me suis dit c'est pas grave, je me le note. En tout cas voilà, c'était vraiment vraiment chouette. Et puis voilà, et on se retrouvera sûrement l'an prochain, on refera des rencontres Mars au féminin l'année prochaine, je pense. Donc ça peut être hyper cool, et c'est toujours plaisant de vous voir en vrai aussi. Voilà, j'espère vous voir peut-être au Quai du Polar, même à Lyon la semaine prochaine. Je ferai un vlog bien sûr spécial Quai du Polar, et ça sera cool. Et puis, je vous retrouve de toute façon très vite. À bientôt!